Mon arrière-grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il a 103 ans. Il y a quelques jours, il m'a raconté une histoire qu'il décrit comme l'expérience la plus terrifiante de toute sa vie. Je lui ai demandé si ça concernait des soldats japonais, car ils étaient réputés pour leur férocité à l'époque. Il m'a répondu non, c'était autre chose. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou non, mais elle m'a donné des frissons. Il m'a dit que personne n'avait jamais cru ce qu'il avait vécu, mais qu'il s'en souvenait comme si c'était hier, et que ça le hante encore aujourd'hui. En 1943, il était stationné aux Philippines avec d'autres soldats pour repousser les Japonais. Un jour, lui et son ami Samuel, décédé depuis des décennies, se retrouvèrent séparés de leur peloton. Ils se trouvaient dans une province montagneuse, avançant dans une forêt dense, lorsqu'ils se perdirent et furent séparés du groupe. Il ne se souvient plus du nom de la province, mais il dit qu'il y avait beaucoup de forêts et de villages. Lui et Samuel appelaient leurs camarades tout en avançant de plus en plus profondément dans la forêt, jusqu'à en atteindre la lisière. Je lui ai demandé « Pourquoi n'avez-vous pas simplement contacté votre peloton par radio ?» Il m'a répondu qu'ils avaient essayé, mais que pour une raison inconnue, les communications étaient brouillées et incompréhensibles. Ça les inquiétait, mais Samuel lui dit qu'il devait rester calme et prudent au cas où il tomberait sur des soldats japonais. Ils sortirent finalement de la forêt, mais le soleil commençait à se coucher. Mon arrière-grand-père dit à Samuel qu'il devait monter un campement, et Samuel approuva. C'est alors qu'il remarqua quelque chose au loin, une petite cabane en bois. Ils décidèrent d'y passer la nuit. Ils frappèrent à la porte et inspectèrent les lieux, mais il n'y avait personne, des vêtements traînaient un peu partout. Ils ont dû fuir dans la panique, dit mon arrière-grand-père. Samuel acquiesça. Ils installèrent leur campement et mangèrent. Samuel proposa de monter la garde à tour de rôle pour éviter de se faire surprendre par les Japonais pendant leur sommeil. Mon arrière-grand-père accepta. Ils se réveillaient mutuellement pour prendre leur tour de garde. Pendant que mon arrière-grand-père dormait, Samuel le secoua brusquement. « J'ai vu quelque chose bouger. » Mon arrière-grand-père attrapa son fusil. Samuel lui donna les jumelles et pointa du doigt. Là dans le champ, à 250 mètres. Au début, il ne vit rien, puis il distingua quelque chose qui bougeait dans l'obscurité, mais en regardant mieux, ce n'était qu'un sanglier. « Ce n'est qu'un cochon, dit-il à Samuel. » Samuel prit les jumelles pour vérifier. « C'est bizarre, il ne bouge pas. » Mon arrière-grand-père lui demanda ce qu'il voulait dire. Samuel répondit que le sanglier ne faisait rien, qu'il restait immobile à les fixer depuis le champ, et que cela commençait à le mettre mal à l'aise. Mon arrière-grand-père rit et lui dit que son imagination lui jouait des tours. Mais alors, la lampe à huile qui éclairait la cabane commença à faiblir. Il alla la rallumer. Quelques minutes plus tard, elle s'éteignit de nouveau. Il vérifia, il restait pourtant beaucoup d'huile. Il la ralluma encore une fois et elle s'éteignit encore. C'est alors que Samuel, paniqué, se précipita vers lui. « Il a disparu. »« De quoi tu parles ?»« Le cochon, il s'est volatilisé. » À ce moment-là, mon arrière-grand-père commença lui aussi à avoir peur. Samuel expliqua qu'il regardait le sanglier à travers les jumelles quand celui-ci avait soudainement disparu, comme s'il s'était évaporé. Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux, comme si quelque chose venait d'atterrir sur le toit. Ils saisirent leurs fusils. « On doit se barrer d'ici, dit Samuel. » Mon arrière-grand-père lui dit de rester calme et de ne pas faire de bruit. Ils restèrent immobiles, serrant leurs armes. Après quelques instants, Samuel se mit à hurler. Mon arrière-grand-père alluma sa lampe et vit une scène digne d'un film d'horreur. Une sorte de langue était plantée dans le cou de Samuel. Samuel hurlait de douleur en essayant de l'arracher. Mon arrière-grand-père tira plusieurs fois vers le plafond. La langue finit par lâcher prise et se rétracta lentement dans un trou du toit. Samuel pressait son cou, du sang coulait entre ses doigts. Mon arrière-grand-père lui appliqua un tissu et lui dit de maintenir la pression. Ils ramassèrent leurs affaires et sortirent en courant. Mon arrière-grand-père braqua sa lampe vers le toit. Ce qu'il vit, dit-il, était la chose la plus maléfique et la plus laide qu'il ait jamais vue. Je lui ai demandé de la décrire. Il m'a dit « C'était humanoïde, avec 2 ailes gigantesques, plus grandes que son corps, un mélange entre des ailes de chauve-souris et de faucon. Ses yeux étaient rouge sang, brillants dans l'obscurité, sa peau était sombre et ses crocs énormes dépassaient même lorsque sa bouche était fermée. La créature était perchée sur le toit, les observant. Mon arrière-grand-père leva son fusil et vida tout son chargeur sur elle. Samuel fit de même, mais la créature ne réagit pas. Elle se contenta de les fixer, impassibles. À ce moment-là, ils se mirent à courir comme des fous, hurlant, prêts à affronter n'importe quel ennemi plutôt que cette chose. Par miracle, la créature ne les poursuivit pas. Ils coururent jusqu'au matin et atteignirent un petit village où ils se reposèrent.
Quelques jours plus tard, ils retrouvèrent leur peloton. Quand ils racontèrent leur histoire, seuls quelques-uns les crurent. Les autres pensaient qu'ils étaient ivres et qu'ils avaient été pris sous le feu ennemi, d'où la blessure au cou de Samuel. Après la guerre, ils rentrèrent chez eux, mais mon arrière-grand-père n'a jamais oublié cette rencontre qui lui a laissé un trouble de stress post-traumatique sévère. En 2023, je participais à un exercice d'entraînement dans les bois de Fort Greg Adams, en Virginie. La première nuit, alors que j'assurais la sécurité face à la lisière du bois, j'ai aperçu la silhouette longiligne d'un homme d'au moins 2,10 m, entièrement noir. Elle se trouva à environ 50 à 80 mètres et apparaissait lentement derrière un arbre, puis se précipitait vers un autre. Ce manège a duré 5 bonnes minutes avant que je ne la revoie complètement. Le soleil n'était pas encore couché. J'avais beau cligner des yeux et détourner le regard, elle était toujours là. Incrédule, je me suis dit que les ombres des arbres me jouaient peut-être des tours et j'ai écarté cette hypothèse avant que d'autres phénomènes étranges ne se produisent cette nuit-là et les jours suivants. Première nuit, mon escouade et moi avons entendu un long cri strident provenant de la zone des bois où j'avais vu la chose courir. Deuxième nuit, mon équipe et moi avons repéré un groupe de 3 hommes se déplaçant dans les bois. Lorsque nous avons ouvert le feu, ils ont disparu. Un des évaluateurs, perplexe, s'est approché et nous a demandé ce que nous avions visé, puisqu'il n'y avait aucune force ennemie dans le secteur. Après que nous lui ayons expliqué ce que nous avions vu, il a indiqué qu'à chaque rotation, au moins une fois sur 2, on apercevait un groupe de 3 hommes dans les bois, dans le même secteur où nous effectuons notre mission de sécurité. Troisième nuit, les évaluateurs faisaient l'appel en fin de journée, et l'un d'eux, parti tôt dans la journée, a crié depuis la lisière du bois. « C'est moi, je suis là !» On ne voyait personne, il était parti depuis des heures. Inutile de préciser que mon équipe et moi avons gardé nos sacs de couchage assez proches les uns des autres pendant cette nuit-là. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire qu'il a peut-être inventée, mais qui fait une excellente histoire de fantôme. Je vais la raconter du mieux que je peux, même si je ne lui rendrai pas justice. Il était stationné sur une base au Moyen-Orient. La base était entourée d'un mur avec des postes de garde, plus 1 ou 2 autres points de surveillance, y compris près des baraquements. Il y avait aussi un grand entrepôt abandonné, inutilisé, avec d'énormes portes métalliques qui s'ouvraient vers l'extérieur. Elles étaient toujours fermées. Les soldats passaient devant cet entrepôt lorsqu'ils changeaient de poste. Une nuit, alors que mon pote était dans les baraquements, des coups de feu éclatent. Tout le monde se prépare et fonce voir ce qui se passe. Les tirs venaient de l'intérieur de la base. Ils arrivent sur place, 2 soldats sont en position, armes pointées vers l'entrepôt, complètement terrifiés. Une des portes était entr'ouverte. Ils leur crient dessus pour savoir ce qui se passe, mais les gars ne bougent pas. Ils disent qu'une chose énorme et noire vient de courir à l'intérieur de l'entrepôt. Une fois calmés, ils fouillent le bâtiment. Rien. Il faut 2 soldats pour fermer la porte. La nuit suivante, des hurlements venant de l'intérieur. Ils fouillent. Rien. La 3e nuit, encore des cris. Un autre groupe ouvre le feu. Même histoire. Une chose rapide, noire, impossible à viser. Porte entr'ouverte. 2 gars pour la refermer. Comme ça continuait et que les soldats étaient mentalement sains, une enquête plus sérieuse est lancée. Ils installent des caméras spéciales pointées sur l'entrée, mettent des gars en surveillance et attendent. La nuit, la porte s'ouvre toute seule devant la caméra. Une créature, selon eux, sort et hurle comme si on l'égorgeait. Les gardes ouvrent le feu. La chose court à une vitesse inhumaine et retourne dans l'entrepôt. Les 2 portes s'ouvrent en grand. La chose hurle encore. Ils fouillent. Rien. Une équipe spéciale arrive avec plus d'équipement, des armes plus lourdes. Mon pote avec du matériel d'enregistrement fait partie du groupe. Il ouvre les grandes portes et s'installe à l'intérieur. Noir total, mais leur appareil voit tout. Il se place en carré, 2 par 2, face à face. 4 heures passent, rien. Puis le soldat en face de mon pote fait un signe, quelque chose est derrière lui. Le gars a droit de somnole, l'autre est immobile. Mon pote pivote d'un coup, passe en position de tir, et là, il voit une créature humanoïde de presque 3 mètres, yeux perçants, posture menaçante. Il ouvre le feu. La chose se déplace si vite qu'elle semble se téléporter sur le côté, grimpe au mur, puis au plafond. Il tire encore, mais elle est trop rapide.
apparaissant derrière chacun d'eux, les mettant en danger. Finalement, ils récupèrent le matériel et évacuent. Les caméras auraient tout enregistré. Mon pote a été débriefé et on lui a dit de ne jamais en parler. L'entrepôt a été démoli. Les villageois ont relié la créature à une ancienne fosse commune près de la base. Après les événements, la fosse a été ouverte et les corps ont reçu une sépulture correcte. Je suis sûr d'avoir oublié plein de détails. La version de mon pote est bien plus riche et convaincante. C'est tellement détaillé qu'on a envie d'y croire, mais tellement incroyable qu'on doute. Pour situer le contexte, j'ai quitté le corps des Marines des États-Unis en janvier 2026 et cette rencontre a eu lieu vers mai 2022. À l'intérieur de Camp Geiger se trouve Camp Devil Dog, une petite zone d'entraînement sur la base. Les 2 dernières semaines de l'entraînement au combat s'y déroulent. J'étais de garde de minuit à 2 heures du matin, si je me souviens bien, et je me suis réveillé comme d'habitude avec mon alarme. Il y a là-bas un petit poste de garde couvert de messages inquiétants à propos de fantômes, de voix et d'une histoire de dame en blanc. La sentinelle que je devais relever était terrifiée par quelque chose qu'il avait vu. Il affirmait avoir aperçu une femme en robe blanche, sans trait discernable, qu'il observait au milieu de la route. J'ai fait une bêtise, j'ai laissé mon sac derrière moi et je l'ai raccompagné jusqu'au dortoir parce qu'il tremblait et pleurait un peu. J'ai dit à son camarade de lit de garder un œil sur lui. Je suis retourné en trottinant vers le poste de garde vide. Mon sac n'était plus dedans. Il se trouvait à environ 3 mètres, posé au milieu de la route. J'ai supposé qu'un instructeur de combat me faisait une blague et j'ai repris ma garde. Les 30 premières minutes ont été assez normales, jusqu'à ce que j'entende des bruissements dans la lisière des arbres, sur la gauche du poste. Encore une fois, je me suis dit que c'était un instructeur qui essayait de me faire peur. Alors je me suis concentré et j'ai essayé d'avoir l'air occupé. Les bruits ont continué par intermittence pendant 10 à 15 minutes. À ce stade, j'ai supposé que c'était un animal. Je me suis calmé un peu et je me suis détendu. Il me restait encore environ 1 heure. Puis j'ai commencé à entendre ce qui ressemblait à des gloussements et des rires étouffés. La suite est un peu étrange. J'ai entendu une voix de femme m'appeler frénétiquement à l'aide, mais elle utilisait mon prénom, pas mon nom de famille comme l'aurait fait n'importe quelle marine. Pendant l'heure suivante, cette voix de femme n'a cessé de m'appeler, m'incitant à la suivre, devenant de plus en plus agressif au fil du temps. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit, mais je sais ce que j'ai entendu, et raconter cette histoire me donne encore des frissons. Puis j'ai entendu ce que je ne peux décrire que comme un hurlement inhumain, à environ 1 kilomètre sur la route, suivi de pas extrêmement rapides tournant autour de moi, derrière moi, partout à la fois. Pourtant, je n'ai toujours rien vu. C'était durant les 30 dernières minutes de ma garde. À ce moment-là, je serrais mon fusil comme si c'était ma mère, essayant de rester caché de cette chose. Puis soudain, tout s'est arrêté. J'étais toujours terrifié, assis avec mon fusil, espérant que ma relève arrive en avance. Ce ne fut pas le cas. Un peu plus tard, ma relève est enfin arrivée, s'est excusée d'être en retard. J'ai juste dit « T'inquiète mec » et j'ai dégagé en courant vers les dortoirs. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Il existe une route d'environ 50 km qui part de Barstow, la ville la plus proche, et qui mène jusqu'à la base militaire perdue au milieu d'un désert vide. Le long de cette route, il y a des dizaines de croix plantées en mémoire de soldats ou de leurs familles morts dans des accidents au fil des années. Un soir, un pote de mon peloton et moi revenions du centre commercial de Victorville. En arrivant sur le début de la route de Fort Irwin, j'ai remarqué des traces de pneus ensanglantés, toutes fraîches, qui sortaient de la route et allaient droit vers une croix. La croix portait une date du style 11 août 1989 et on était en 2006. Ça m'a glacé le sang. J'ai cru que mes yeux me jouaient des tours. 20 minutes plus tard, on roulait toujours sur cette route isolée à 2 voies, au milieu du désert noir. Je regarde mon pote qui conduit en chantonnant. Et là, alors qu'on roule à 120 km/h, quelque chose traverse la route devant nous. J'ai juste eu le temps d'apercevoir une sorte de créature humanoïde massive couverte de poils. Elle nous a regardés directement malgré notre vitesse en courant devant la voiture. La chose était immense, au moins 2,10 mètres marchant sur 2 jambes. Mais les yeux, je ne sais pas comment l'expliquer. Pendant la fraction de seconde où elle a tourné la tête vers nous, le temps a semblé ralentir.
Ses yeux étaient comme des vides blancs, pas un reflet, une sorte de lumière morte. C'était la sensation la plus terrifiante de ma vie. Ce n'était ni humain, ni animal, c'était conscient mais pas comme nous. Je me tourne vers mon pote qui hurle. La créature traverse la route et disparaît dans le désert. Mon pote pense qu'on a failli renverser quelqu'un, alors on s'arrête et on sort, mais il n'y avait rien, juste le désert noir. Il répétait « Grand poilu, non, un ours non. Quoi, c'était quoi ?» Il nous restait 20 minutes avant d'arriver à la base. On a roulé en silence, musique coupée. Il était silencieux, ce qui n'était jamais le cas, et moi j'étais incapable de trouver quoi dire. De retour à la base, on raconte l'histoire à notre squad, personne ne nous croit, jusqu'à ce que quelques semaines plus tard, j'entende des murmures, des gens qui ne voulaient pas en parler ouvertement, mais qui disaient avoir vu la même chose. Des années plus tard, après avoir quitté l'armée, j'ai fait des recherches. J'ai découvert des légendes amérindiennes affirmant que Sasquatch vivrait dans les étendues désertiques et les plaines salées de la région. Google m'a sorti pas mal d'infos intéressantes. Quoi que c'était, mon ami est devenu blanc comme un fantôme ce soir-là, et on n'en a jamais reparlé. Mon père était un sacré personnage, plus grand que nature, un homme massif, jovial et très bavard, avec une présence énorme, jusqu'au moment où un interrupteur semblait se déclencher quelque part, et soudain il devenait en colère et dangereux. Il a épousé ma mère quand j'avais 6 ans, et j'ai appris à connaître très intimement ces deux facettes. C'étaient les seuls qu'il semblait posséder jusqu'au jour où il m'a raconté cette histoire alors que j'avais une vingtaine d'années et que pour la première fois, je l'ai vu incertain, pensif et visiblement bouleversé par quelque chose de profond qu'il ne comprenait pas. Désireux de fuir les limites de sa petite ville du Minnesota, il a menti sur son âge pour s'engager dans l'armée à 17 ans en 1938. Presque immédiatement, il fut affecté à l'OSS et envoyé en Chine après l'invasion de Shanghai par le Japon, où il devait recueillir des renseignements sur les violences croissantes dans la région. Après Pearl Harbor, il passa les 2 premières années de la guerre comme parachutiste dans le Pacifique Sud, jusqu'à ce qu'il soit grièvement blessé et renvoyé aux États-Unis pour être hospitalisé. Après quelques mois, il fut jugé suffisamment rétabli pour être libéré, mais pas assez pour retourner au combat. Il fut donc affecté à la 11e division aéroportée lors de son activation à Camp McCall, en Caroline du Nord, comme membre du groupe de parachutistes chargé de mettre en place l'école de saut de la division. C'est là que lui et certains de ses camarades commencèrent à élaborer des stratégies de reconnaissance pour parachutistes, ce qui nous amène à l'histoire qu'il m'a racontée. Pendant la guerre de Corée, longtemps après avoir été réaffecté au renseignement, il faisait partie d'un groupe d'élite chargé de sauter derrière les lignes ennemies pour recueillir des informations et les ramener au front. Comme les mouvements de troupes et les escarmouches faisaient constamment bouger la ligne de front, les routes de retour étaient sans cesse redessinées, parfois trop lentement. Beaucoup de parachutistes du régiment y laissèrent la vie. Sur le chemin de retour, transportant des informations cruciales, mon père avait parcouru environ la moitié de la route quand une tempête brutale éclata en fin d'après-midi, l'obligeant à chercher un abri. Il y avait une grotte un peu en arrière sur l'itinéraire. Il dut rebrousser chemin pour l'atteindre. Une fois à l'intérieur, il fit ce que n'importe quel soldat aurait fait. Il se cala dans un coin et piqua un somme. Un peu plus tard, il fut secoué pour être réveillé par un autre membre de son équipe qui avait sauté un jour ou 2 avant lui. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un bon ami de mon père, alors je l'appellerai Buddy. La tempête faisait toujours rage dehors, mais Buddy lui dit qu'il avait dû prendre le risque de traverser rapidement pour le rejoindre, car plus près du front, la route que suivait mon père avait été compromise. À la faible lumière d'une petite lampe, Buddy traça dans la terre une carte d'un autre itinéraire, depuis la grotte jusqu'au front, aussi sûr qu'un chemin peut être derrière les lignes ennemies en pleine guerre. Puis il lui tapa dans le dos en disant « Rentre vivant, espèce de pauvre type », et ajouta qu'il avait encore quelque chose à faire avant de disparaître dans la tempête. Mon père dit que Buddy n'était resté que 5 minutes, peut-être moins, et qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à tout ça sur le moment. Mon père rejoignit le front sans incident en 2 jours environ. Après avoir remis les renseignements, il alla manger puis s'effondra dans sa tente pour un sommeil profond. Le lendemain, après s'être rafraîchi, il se rendit au mess avec son débriefing complet et y trouva quelques camarades en train de prendre leur petit déjeuner. Ils l'accueillirent chaleureusement, soulagés qu'il soit revenu.
Il fut surpris par leur enthousiasme et leur répondit qu'ils n'étaient pas prêts de se débarrasser de lui. Ils discutèrent quelques minutes, puis mon père demanda quand Buddy était rentré. Les gars échangèrent des regards, puis l'un d'eux dit « Il n'est pas revenu ». Perplexe, mon père regarda chacun d'eux. « Quoi ? Il est déjà reparti ?» Cette fois, ce furent les autres qui semblèrent déconcertés. « Non », répondit l'un d'eux, secouant la tête, « Buddy n'est jamais revenu de son dernier saut. » À ce moment-là, mon père m'a dit qu'il avait commencé à se mettre en colère. « C'est impossible », protesta-t-il. Je suis revenu après lui par le nouvel itinéraire, et s'il lui était arrivé quoi que ce soit, j'aurais vu des traces, un combat, une confrontation, quelque chose. Mais la nouvelle route était propre comme un sous-neuf, alors arrêtez vos conneries. Les autres se figèrent et l'atmosphère devint lourde. Après quelques secondes tendues, celui qui parlait jusque-là se pencha vers lui et demanda, calmement mais intensément, « Quel nouvel itinéraire ?» Agacé, mal à l'aise, sentant une inquiétude croissante, mon père répondit, « Le nouvel itinéraire que Buddy est venu me donner, celui du passage sud. » Les gars restèrent bouche bée. Le porte-parole, livide, secoua la tête. « C'est impossible. Buddy a été tué il y a 4 jours, en revenant de sa dernière mission. Il était presque arrivé, un de nos éclaireurs l'a vu. Les rouges ont fouillé ses poches et pris le paquet de renseignements. Comme c'est là que se trouvaient les cartes, y compris celles de l'itinéraire que vous deviez tous les deux emprunter, on pensait que tu étais foutu. » Voilà l'histoire de mon père. Quand il eut fini, il me fixa avec un sourire sombre et dit « Buddy était là dans cette grotte, aussi réel que toi maintenant. Il était là. Et quand il est venu me voir, il était déjà mort depuis au moins 1 jour. S'il n'était pas venu m'avertir, m'empêcher de suivre la même route, me donner une nouvelle, je serais mort aussi. Parfois je me demande si j'ai rêvé tout ça. Mais bon sang, les faits sont les faits. Je suis revenu en empruntant un itinéraire dont je n'avais jamais entendu parler avant cette nuit-là dans la grotte. » En tant que marine, j'avais souvent le service de nuit au mémorial de l'attentat de Beyrouth. Une partie du mémorial est dédiée à un cimetière de vétérans. Étrangement, je n'ai jamais été effrayé d'être complètement seul au milieu de la nuit dans un cimetière isolé, entouré de forêts épaisses de tous côtés. C'était même plutôt paisible, pour être honnête. Cependant, une nuit, je patrouillais près de la clôture extérieure, là où se trouvent les pierres tombales les plus anciennes, quand j'ai entendu le bruit d'une femme en train de fredonner. J'ai suivi le son et remarqué une lumière qui brillait à travers les lianes et les broussailles d'un grand arbre. En m'approchant, j'ai littéralement senti mes cheveux se soulever, comme s'il y avait un courant électrique dans l'air. J'ai écarté les branches et ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une vieille pierre tombale usée, avec une grande croix gravée dans le marbre, sauf que la croix brillait d'un bleu vif, presque fluorescent, comme un néon. Le fredonnement était soudain beaucoup plus fort et avait une sorte de pluralité étrange, comme s'il venait de centaines de voix à la fois. Autant dire que j'ai flippé. J'ai hurlé comme une gamine terrifiée et j'ai sprinté jusqu'au parking. J'ai appelé à la radio le garde qui devait me relever et je l'ai forcé à venir plus tôt. J'ai passé le reste de mon service dans la cabine de son camion. Je ne pense pas qu'il m'ait cru, mais il est resté dans son camion et n'est pas sorti patrouiller avant que le soleil soit complètement levé. Quelques jours plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains pour retourner à cette tombe, en plein jour évidemment. Comme je m'y attendais, à la lumière du jour, c'était une pierre tombale tout à fait banale. Il n'y avait aucun nom, seulement la croix mentionnée plus tôt. J'ai passé mes mains sur la pierre et vérifié s'il pouvait y avoir une source lumineuse cachée ou un panneau solaire, mais non, c'était juste une pierre simple, solide, sans rien de particulier. Le fredonnement avait disparu lui aussi. J'ai fini par reprendre mon service normal, mais je n'ai plus jamais vécu quoi que ce soit d'inhabituel. Je n'ai jamais su à qui appartenait cette tombe non plus, mais j'y repense de temps en temps. Ça paraît absurde quand je le raconte à voix haute, et j'imagine que ça aurait pu être une hallucination ou un tour joué par mon cerveau fatigué, mais je n'y crois pas. Je pense que c'était réel, un fantôme ou un esprit d'une manière ou d'une autre, et je ne crois pas qu'il était malveillant.